Bonsoir à tous. Alors, je vous retrouve ce soir pour une séance d'information sur le logement au Canada. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et ensuite, on va pouvoir passer au sujet du soir, qui peut-être ne vous concerne pas dans l'immédiat si vous ne pouvez pas partir au Canada, mais qui pourrait vous concerner, je l'espère pour vous en tout cas, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est-à-dire la recherche d'un logement. Alors, pour vous laisser le temps de vous connecter, en deux mots, je vais me présenter et présenter pvtis.net pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit, qui existe depuis plus de 15 ans et qui a vocation d'aider les personnes qui partent en PVT, que ce soit au Canada, en Australie, en Asie, en Amérique latine. Il y a vraiment plusieurs destinations. Pour le Canada, donc moi je connais bien ce pays puisque j'y ai fait un PVT. J'ai été du côté de Toronto. J'ai également fait un PVT en Australie. Nous sur PVT, ce qu'on fait, c'est que on essaye de vous tenir au courant de toute l'actualité là pendant la période de Covid, l'ouverture des nouveaux PVT, etc. D'ailleurs, si certains prévoient de me poser cette question ce soir, on ne connaît toujours pas la date d'ouverture du PVT Canada 2021. On donne les informations qu'on a sur pvtis.net, sur notre page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, pvtis.net Canada, sur Instagram, notre compte pvtiste, même chose sur Twitter, même chose sur YouTube. D'ailleurs, si vous avez manqué peut-être nos précédents lives sur tout un tas de sujets, sur le Canada ou sur le PVT en général, n'hésitez pas à passer sur notre chaîne YouTube pvtiste, vous retrouverez les replays de tout. Sur Instagram, toujours, on fait un point Covid-19 une fois par semaine, généralement le jeudi, ce qui vous permet de connaître l'actualité des 7 derniers jours sans avoir à chaque fois à relire tous les sites, que ce soit PVTiste ou les sites des consulats. Donc voilà, on est un petit peu partout pour essayer de vous tenir au courant au maximum de l'actualité. On a également un article qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes, qu'on met à jour quasiment tous les jours, dès qu'il y a une actualité. Donc n'hésitez pas à le mettre en favori et à le consulter. Voilà. Donc là, je vais commencer par vous parler du logement, le logement temporaire, la recherche d'emploi, les réglementations, les coûts à prévoir, comment déchiffrer les annonces, quels documents peuvent vous être demandés. Je vais également évoquer la recherche d'un appartement avec un animal de compagnie, ce qui n'est pas forcément évident au Canada. Et à la fin, vous pourrez me poser vos questions. C'est-à-dire, n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant. Il y a ma collègue Annelise qui va me les lister pour la fin, en sachant que je vais quand même aborder pas mal de choses, donc n'hésitez pas à attendre de voir si je réponds à votre question dans un premier temps. Voilà. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer. Donc, pour ce qui est d'un logement temporaire, c'est-à-dire pour les quelques jours ou les quelques premières semaines de votre PVT, en fait, là, je parle du PVT, mais ça peut être également pour un stage, pour un permis jeune professionnel, mobilité francophone, un VIE, des études, peu importe en réalité. Mais si vous avez besoin de vous loger pendant quelques temps au début, on vous recommande pour ce coup-là de faire votre réservation avant de partir de votre pays d'origine. Autant, vous le verrez tout à l'heure, je recommande généralement pas de réserver un logement à long terme à distance. Je vous l'expliquerai pourquoi, mais pour un logement temporaire, c'est important de savoir où on dort quand on descend de l'avion en arrivant au Canada. Donc évidemment, là, pendant la période de Covid, c'est un petit peu obligatoire puisqu'il y a une quarantaine de 14 jours à respecter quand on arrive au Canada. Donc dans tous les cas, on doit réserver son logement actuellement pendant la période de Covid. Je fais une petite parenthèse, on vous a annoncé hier que le Canada prévoyait pas mal de changements là pour l'arrivée des étrangers au Canada, notamment un test à l'arrivée avec une mise en quarantaine dans un hôtel approuvé, avec un budget à prévoir aux alentours de 2000 $. Ça vous a beaucoup inquiété, nous aussi d'ailleurs. Là, on voit que la presse commence à dire qu'il y aurait possiblement des exemptions pour certains statut, peut-être des travailleurs temporaires, peut-être des PVTistes, peut-être d'autres, on ne sait pas encore. Donc pour le moment, attendez de voir ce que ça donne, on devrait avoir plus d'informations dans la semaine, je l'espère. En tout cas, si tout ça ne vous concerne pas à un moment donné, dans tous les cas, jusqu'à nouvel ordre, il faut respecter une quatorzaine quand on arrive dans le pays, c'est-à-dire un isolement complètement strict au Canada. Vous ne pouvez même pas sortir pour faire des courses. Donc pour ça, évidemment, vous devez avoir un logement pour vos 14 premiers jours. Si on oublie la période Covid, on vous recommande toujours de réserver un hébergement temporaire au moment de partir au Canada. Ça peut être 5 jours, une semaine, 10 jours, comme vous le souhaitez, pour savoir où dormir quand vous arrivez. Ça peut être en auberge de jeunesse,
si vous voulez rencontrer d'autres personnes, si ça vous inquiète pas forcément de vivre en communauté ou en dortoir par exemple. Moi j'aime beaucoup les auberges de jeunesse, mais je sais que certaines personnes ne sont pas très fans, donc ça c'est à vous d'en juger. Sinon bien sûr vous pouvez aller à l'hôtel ou opter pour un Airbnb par exemple. Alors, on va vous mettre un lien vers notre page. On a une page qui vous permet de bénéficier jusqu'à 40 € de réduction sur Airbnb. Si et seulement si c'est votre première réservation sur le site Airbnb, c'est 10, 20, 30 ou 40 € de réduction en fonction du montant total de votre réservation. Voilà, pour ça, c'est les principales options pour se loger de façon temporaire. Ensuite, vous avez la possibilité peut-être de faire une sous-location. La sous-location au Canada, c'est tout à fait légal. Ça va être par exemple quelqu'un qui va partir en road trip pendant 3 mois ou qui prévoit de rentrer pendant 1 mois en France ou d'aller 2 mois au Mexique par exemple, mais il n'a pas envie de rendre son appartement parce qu'il n'a pas envie de rechercher un appartement plus tard. Il le met en sous-location, c'est-à-dire l'appartement, tous les meubles qui sont dedans, l'abonnement internet, l'électricité, tout est inclus, ce qui fait que le loyer est un peu gonflé du fait que ça inclut d'autres choses. Et la sous-location, c'est quelque chose qui peut beaucoup servir en début de PVT ou en début de séjour au Canada. Donc si vous voyez des offres de sous-location, sachez que c'est légal. Je reviendrai tout à l'heure à tout ce qui est paperasse. Vous verrez quand même ça, il faut faire attention à pas être trop négligent pour toujours pouvoir faire valoir ses droits. Voilà. On a un dossier sur pvtis.net qui s'appelle le logement au Canada que je vous invite dans tous les cas à consulter soit dans la foulée de cette séance d'information, soit plus tard. Dedans, on parle notamment du pet sitting et du house sitting, c'est-à-dire du gardiennage d'animaux et du gardiennage de maisons via certaines interfaces comme House Sitters Canada ou Nomador ou encore Trusted House Sitter. Je vous ai sorti mon meilleur accent anglais. Vous avez la possibilité peut-être de vous faire loger entre guillemets gratuitement et en échange en fait vous faites du gardiennage d'animaux ou de maisons. Ça peut être une option soit en arrivant au Canada, soit plus tard pendant votre PVT. C'est toujours ça d'économiser. Ensuite, pour une recherche à plus long terme, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne recommandait pas de prendre un logement, par exemple pour 6 mois ou pour 1 an, à distance, c'est parce qu'on a vu pas mal d'arnaques. Alors, évidemment, sur un logement temporaire, les arnaques existent aussi, mais si c'est une auberge de jeunesse, un hôtel ou un Airbnb, normalement, ça limite un peu la casse. Quand on cherche un appartement ou une maison pour plusieurs mois, on n'est pas à l'abri d'une fausse annonce. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'appartement quand on arrive. D'une annonce qui montre un appartement très lumineux, en très bon état, et puis finalement quand on arrive sur place, l'appartement est très humide et pas du tout lumineux. Voilà des photos un petit peu mensongères. Ou encore, dernière chose, si vous n'êtes jamais allé dans la ville dans laquelle vous allez vous installer pour votre PVT ou votre autre séjour au Canada, peut-être que vous vous rendez pas compte des distances ou des quartiers dans lesquels vous aimeriez vivre. Et le truc, c'est que si vous vous engagez sur plusieurs mois pour un appartement dans un quartier qui vous plaît pas du tout, qui est mal famé, qui est trop loin du centre, qui est pas assez bien desservi par les transports ou tout simplement qui vous plaît pas, vous serez déçu et vous serez engagé. Donc faites attention. Le mieux c'est quand même au maximum d'être sur place, de prendre un logement temporaire et en étant sur place, d'aller se balader dans la ville et au gré de ces balades de faire des visites et de postuler entre guillemets à des logements. Si vraiment vous voulez réserver un appartement à distance, n'envoyez pas d'argent. Surtout si le propriétaire vous demande de faire un virement via Western Union, tout simplement parce que cet organisme de transfert, ça permet que l'argent soit immédiatement sur le compte de la personne à qui vous envoyez l'argent. Par contre, c'est pas traqué. Donc ça veut dire que si vous vous faites arnaquer, il n'y a pas de suivi, on ne pourra pas du tout savoir qui vous a arnaqué, donc faites très attention à ça, n'envoyez pas d'argent. Si vous connaissez quelqu'un dans la ville dans laquelle vous vous installez, peut-être que cette personne pourrait aller faire une visite pour vous. Ça peut être un bon plan B. Pour vos recherches de logement, une fois que vous serez au Canada, vous pouvez regarder bien sûr sur pvtis.net dans l'onglet communauté. Vous avez notamment des petites annonces avec des pvtistes ou des étudiants qui sous-louent leur appartement ou alors qui font des sessions de bail ou voilà, pour une colocation, pour un appartement, pour un couple, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Également le fameux site Kijiji, Kijiji, qu'on va également vous mettre en lien, et le site Craigslist. Craigslist, c'est un site qui est très moche, je préviens vos yeux, si vous n'êtes jamais allé dessus, c'est vraiment moche, mais ça existe depuis toujours, enfin depuis très longtemps en tout cas.
et ça a le mérite de comporter beaucoup d'annonces. Là aussi, faites attention à voilà, pas vous laisser trop séduire par des annonces très alléchantes mais pas du tout crédibles et vraiment veiller à ne pas envoyer d'argent et à ne pas faire trop confiance si vous n'êtes pas sur place. Voilà pour les sites que je peux citer, évidemment il y en a d'autres mais c'est les sites principaux. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur des groupes Facebook. Ça peut être par exemple PVTiste à Toronto, PVTiste à Vancouver, PVTiste à Ottawa, PVTiste à Québecville. Par contre, si vous allez à Montréal, sachez qu'on a 3 groupes PVTiste à Montréal, tellement vous êtes nombreux. Il y a PVTiste à Montréal pour discuter, pour tout ce genre de choses. PVTiste à Montréal, petites annonces pour toutes les petites annonces en dehors du logement. Et on a une page spécifique, un groupe spécifique qui s'appelle PVTiste à Montréal, logement et colocation. Et dedans, il n'y a que des petites annonces de personnes qui sont actuellement à Montréal. Donc, c'est une très bonne ressource pour vous aussi. Quand vous serez sur place, n'hésitez pas bien sûr à vous balader dans les quartiers et à ouvrir l'œil parce que vous pourriez voir sur les maisons ou dans certains halls d'immeubles des panneaux à louer ou côté anglophone for rent qui vous indiquent directement le numéro de téléphone du propriétaire pour appeler tout de suite. Peut-être que vous pourrez même faire une visite immédiatement, sait-on jamais. Le réseau, bien sûr, au Canada, tout est affaire de réseau, la recherche d'emploi en particulier, mais la recherche de logement aussi, ça peut jouer. Donc n'hésitez pas à mettre un message sur votre page Facebook, à un petit peu activer le réseau PVTiste ou je sais pas si vous connaissez quelqu'un dans la ville, un ami, un élève avec qui vous avez étudié par le passé, etc. Peut-être que ça peut vous permettre d'avoir accès à une offre de logement avant qu'elle soit diffusée sur Internet. Voilà. À noter que pour le Québec, historiquement, les baux se terminent généralement au 1er juillet. C'est comme ça depuis très longtemps, c'est pas du tout comme ça ailleurs au Canada. Et donc souvent, à cette période de l'année, au début juillet, la location de camions de déménagement, il n'y a plus rien. Et par contre, il y a beaucoup de vides maisons ou de gens qui mettent beaucoup de choses sur le trottoir parce qu'ils se débarrassent des affaires dont ils n'ont plus besoin au moment de déménager. Donc ça peut être des inconvénients et des atouts à connaître. Mais sachez quand même que c'est possible de trouver un appartement en dehors du 1er juillet. Je vous rassure, tout le monde ne cherche pas à ce moment-là. Et également, si vous cherchez une colocation, il y a un plus gros turnover avec les PVTistes et les étudiants. Les gens partent et viennent dans les colocations. Donc, vous inquiétez pas trop là-dessus. Ensuite, on va parler un peu déchiffrage. Alors, quand vous cherchez un appartement en anglais, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés puisque les appartements sont décrits en fonction du nombre de chambres. Un appartement avec une chambre, c'est un one bedroom. Un appartement avec 2 chambres, c'est un two bedrooms. C'est plutôt instinctif. Côté Québec, c'est un petit peu plus surprenant. Vous allez voir des annonces 2,5, 3,5, 4,5, ce qui peut un peu vous surprendre. Sachez que le demi, c'est la salle de bain. Les 2, 3 ou 4, c'est des vraies pièces, c'est-à-dire le salon et une chambre. Donc un 2,5, c'est un salon avec une chambre. Un 3,5, c'est très certainement un salon et 2 chambres. Ça ne vous indique pas la taille de l'appartement. Et d'ailleurs, les tailles sont souvent pas exprimées dans les annonces. Ça veut dire qu'un 2,5 peut être plus grand qu'un 3,5. Voilà, donc quand vous avez un appartement qui vous intéresse, n'hésitez pas à demander au propriétaire quelle taille fait l'appartement pour un peu avoir plus d'informations. Ensuite, en termes de vocabulaire, quand vous avez un appartement, parfois il y a des choses qui sont incluses. Il y a de l'électroménager qui est inclus dans l'appartement, notamment une laveuse, c'est-à-dire un lave-linge, une sécheuse, sécheuse, c'est-à-dire un sèche-linge, ou encore un poêle, c'est-à-dire une cuisinière. Voilà, des petits détails, hein, vous auriez pu trouver cette information sans que je vous le dise, mais voilà, soyez prévenus que dès le début de votre recherche de logement, vous allez avoir des petites choses qui changent. De même que si vous voyez des informations qui concernent l'hydro, H-Y-D-R-O. Il ne s'agit pas de l'eau comme on pourrait l'imaginer, hydratée, tout ça, hydraulique. Bon, là, c'est l'électricité et pas l'eau. Généralement, les charges liées à l'électricité ne sont pas comprises dans les loyers pour la simple et bonne raison que ça coûte très cher. Au Canada, c'est pas toujours bien isolé. Il fait très froid l'hiver, je vous apprends rien. Moi, je me souviens qu'à Toronto, l'électricité était incluse dans mon loyer, mais il semblerait que ce soit de moins en moins le cas. Si vous voyez un appartement qui est au 1er étage, en Amérique du Nord, le 1er étage, c'est le rez-de-chaussée. Si vous voyez un appartement au 3e étage sur une annonce québécoise, ce sera au 2e étage dans votre connaissance à vous. Et je dis le Québec, mais c'est partout au Canada.
Les annonces de condos, peut-être que ça va vous surprendre. Un condo, c'est un condominium, c'est-à-dire des appartements qui sont dans des grandes tours. Qui sont assez modernes. Souvent, ces appartements-là sont donc dans des immeubles où il y a une piscine, une salle de sport, parfois une salle pour faire des fêtes, un barbecue et tout le temps quelqu'un à l'accueil en bas qui est là pour filtrer un petit peu qui rentre dans l'immeuble. C'est des logements haut de gamme qui coûtent quand même assez cher. Voilà, mais ça pourrait vous intéresser à un moment donné si vous venez à bien gagner votre vie, si vous vivez à plusieurs, etc. À l'inverse, les basements ou les demi-sous-sols, c'est des appartements qui se trouvent sous le rez-de-chaussée. Alors, dit comme ça, on dirait que vous allez vivre dans une cave. Je vous rassure, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est des appartements qui ont quand même des fenêtres, mais assez petites. Moi, j'ai vécu en basement en arrivant à Toronto. C'était plus humide que les autres appartements, c'était moins lumineux, mais c'était moins cher. Donc moi, c'était quelque chose qui m'a plutôt intéressée. Et j'avais des amis PVTistes qui étaient dans un basement qui avait la chance d'avoir un grand puits de lumière sur la porte d'entrée. Donc chez eux, c'était très lumineux. C'est-à-dire que si vous voyez des offres de basement, ne faites pas forcément une croix tout de suite dessus. Peut-être regardez les photos ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller les visiter. C'est une option moins chère qui peut être une bonne solution. Voilà. Dernière chose concernant les annonces. Alors, c'est pas vraiment par rapport aux annonces, mais c'est quelque chose de typique au Canada. Je sais que ça arrive en France au fur et à mesure. Si vous avez vécu en Australie, vous en avez aussi entendu parler certainement. Les bed bugs, c'est-à-dire les punaises de lit. Au Canada, c'est quand même un fléau, hein, il faut bien le dire. Du coup, on a un article sur PVT sur les punaises de lit. C'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à se défaire. C'est la hantise de beaucoup de gens au Canada, notamment à Montréal, et je sais que c'est le cas aussi à New York, etc. Sachez qu'il y a un site internet qu'on va vous mettre en lien qui s'appelle bedbugregistry.com qui vous permet en mettant une adresse au Canada de savoir s'il y a des bedbugs à cette adresse-là. Ça peut paraître fou, mais c'est tellement un fléau que c'est mis à disposition de tout le monde cette information-là. Vérifiez bien qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, à l'époque, moi j'étais très naïve, hein, j'avais 20 ans quand je suis partie en PVT, j'étais pas au courant que les bedbugs existaient. Et quand on s'est installé avec mon copain de l'époque, on avait vu comment on appelle ça, des canapés dehors, justement de gens qui venaient de déménager. On était super contents parce qu'on en avait acheté un petit. Mais là, on en a récupéré 2 autres, ce qui nous permettait d'accueillir pas mal de monde chez nous. Et après coup, on nous a dit, mais faut jamais faire ça. Si ça avait été des canapés avec des bedbugs, vous étiez foutus. Tout simplement parce que les bedbugs, comment on appelle ça, ça se reproduit hyper vite. Enfin, je vais pas vous faire un exposé là-dessus, surtout que c'est absolument répugnant, mais bon, ça va dans votre matelas, dans vos vêtements, dans vos rideaux, dans vos canapés, dans tout. Et généralement, la seule solution, c'est de tout jeter. Et encore, vous n'avez pas tout à fait le droit de les jeter, puisqu'en les jetant, vous pourriez mettre en danger vos voisins. C'est vraiment, faites très attention à ça. Les bedbugs, c'est infernal. Voilà, maintenant, on passe au coût des appartements, enfin des logements au Canada. Alors bien sûr, il va y avoir des critères qui vont faire que vous allez payer plus ou moins cher. Si vous êtes en location, par exemple en couple, ou si vous êtes en colocation avec 5 ou 8 autres personnes, forcément vous n'allez pas payer le même prix. Je vous apprends rien, mais c'est quand même important de le préciser. C'est pour ça que beaucoup de PVTistes, notamment en début de PVT, voire pendant tout le long de leur PVT, choisissent la colocation. Non seulement parce que ça coûte moins cher, mais aussi parce que Internet est divisé en tout le monde, l'électricité également, enfin il y a pas mal d'avantages à ça. Les prix varient également d'une ville à l'autre. Par exemple, Toronto et Vancouver sont connus au Canada pour être vraiment très très chers. Montréal commence à avoir un marché du logement de plus en plus tendu avec des prix qui s'envolent dans certains quartiers, alors que dans d'autres villes, comme peut-être Québecville, ou qu'est-ce que je pourrais citer comme autre ville, Regina en Saskatchewan, St. John's, NL, ça je sais pas, c'est pas en Nouvelle-Écosse? Non, c'est pas Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick, j'ai un petit 12 St. John. Moncton au Nouveau-Brunswick ou Edmonton en Alberta, par exemple, c'est des prix qui vont être moins élevés. Tout à l'heure, je regardais, je crois que c'était sur Kijiji, pour un appartement à Montréal. J'ai aussi bien trouvé un 3,5 à 750 $ qu'un studio à 1075 $. Montréal, je pense que c'est la ville, je crois hein, que c'est la ville au Canada où les écarts de prix sont les plus monumentaux, c'est indécent. Donc à vous de bien fouiller, faites attention à pas accepter automatiquement une offre qui vous paraît intéressante si vous, comment dire,
si vous changez la devise en euros, parce que surtout si, évidemment en euros, ça vous paraît pas cher, surtout si vous venez d'une ville chère, par exemple Paris, mais faites attention à pas accepter des loyers trop exorbitants, ça ne fait que contribuer à l'augmentation générale des loyers. Voilà. À Montréal, je précise, vous avez peut-être entendu parler du Plateau. C'est un quartier qui est très populaire depuis peut-être 10 ans dans la population française. Et au fil du temps, du coup, il y a que des Français qui vivent là-bas. Enfin, que évidemment non, mais il y a beaucoup de Français qui vivent là-bas. Justement, les Québécois s'en étonnent toujours quand on se balade dans le Plateau. On a vraiment l'impression de faire un petit séjour en France. Typiquement, c'est un quartier qui coûte très cher. Si vous allez dans des quartiers alentours, ils sont tout aussi sympas. Je vous invite vraiment à essayer de regarder dans différents quartiers pour pas vous ruiner avec votre dépense de loyer. Ensuite, vérifiez bien, lisez bien les annonces pour voir ce qu'inclut votre loyer. Je parlais tout à l'heure de l'électricité qui est généralement pas incluse. L'eau peut être incluse, c'est assez fréquent, notamment parce que c'est pas très cher au Canada. Donc voilà, n'hésitez pas à bien lire les annonces et voir, comparer ce qui est comparable d'une offre à l'autre. En termes de documents, alors, si vous faites une visite d'un appartement et que le propriétaire, vous dites au propriétaire oralement que vous êtes intéressé par l'appartement, il peut tout à fait vous demander de signer une offre de location, ça s'appelle comme ça, qui vous engage. En fait, vous ne pouvez pas signer plusieurs offres de location auprès de plusieurs propriétaires. C'est comme un pré-engagement avant la signature d'un bail. Généralement, ce qu'on peut vous demander, alors je vais commencer par parler de tout ce qui est caution. La caution au Canada, ça s'appelle le dépôt de garantie. Au Québec et en Ontario, c'est-à-dire le Québec vous connaissez, l'Ontario c'est Toronto et Ottawa notamment, c'est interdit de demander un dépôt de garantie. Vous ne devez pas payer de caution. Dans le reste du Canada, ça existe, les propriétaires le demandent très généralement et cette caution, elle peut être de l'équivalent d'un demi-loyer ou d'un loyer entier. Maintenant qu'on sait ça, il est possible que certains propriétaires vous demandent de payer un premier et un dernier mois de loyer. Moi, c'est ce qu'on m'avait demandé à Toronto et ça se fait pas mal au Québec et en Ontario du fait qu'il n'y a pas le dépôt de garantie. Ça n'a rien à voir avec un dépôt de garantie dans le sens où c'est pas une garantie pour le propriétaire si vous abîmez l'appartement. Mais disons que c'est une garantie pour lui au cas où un jour vous payez pas votre loyer. Il avait un mois d'avance, le dernier mois de loyer. Du coup, il peut... comment dire, il s'inquiète pas pendant un mois parce qu'il se dit qu'il vous a encaissé le chèque que vous lui aviez donné, donc il n'est pas inquiet. Ça veut dire que si vous allez au bout de votre bail et que vous avez payé tous vos loyers, votre 12e mois, par exemple si vous faites un an, vous ne le paierez pas puisque vous aurez payé votre dernier loyer en arrivant dans l'appartement. Voilà. Ensuite, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut vous demander des références. C'est pas automatique, mais c'est de plus en plus le cas, notamment pour les appartements qui ont aucun mal à se faire louer parce qu'ils sont à un prix décent, parce qu'ils sont dans un quartier plutôt demandé, ou parce que c'est une ville au marché du logement tendu. Donc les références, c'est des lettres de recommandation qui sont écrites par vos anciens propriétaires, vos anciens bailleurs, ou tout simplement leurs coordonnées pour que votre possible propriétaire les contacte. L'idée, c'est de témoigner que vous étiez un locataire respectueux qui a toujours payé en temps et en heure. Donc ça, c'est voilà, c'est assez facile à obtenir, je dirais, si on a des bons rapports avec ses anciens propriétaires. Si vous n'avez jamais vécu au Canada avant, ce sera certainement vos propriétaires français ou belges. Mais précisez-leur bien, si jamais ça les inquiète, que ça ne les engage à rien. C'est une attestation qui dit que vous étiez super, mais voilà, ça les engage pas plus. Il faut vraiment les rassurer là-dessus si vous voyez qu'ils sont inquiets. Autre chose qui va peut-être vous étonner si vous ne connaissez pas un petit peu tout le monde de la banque au Canada, c'est la question de l'enquête de crédit. Alors, si vous avez suivi déjà des séances d'information qu'on a fait sur la banque, vous avez peut-être entendu parler d'enquête de crédit, d'historique de crédit. Au Canada, quand on arrive, maintenant c'est quasiment le cas de tout le monde, je pense aussi pour les étudiants, mais pour les PVT c'est sûr, on obtient, si on le souhaite, une carte de débit, qui nous permet de retirer de l'argent, de payer nos dépenses, etc. Mais également une carte de crédit qui va nous permettre de payer sur Internet. Enfin, il y a différents avantages à avoir une carte de crédit. Mais surtout, en utilisant cette carte de crédit, vous allez déclencher, entre guillemets,
votre historique de crédit au Canada. Vous allez dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Vous allez faire un virement de votre compte de débit à votre compte de crédit pour rembourser la banque de l'achat que vous avez fait avec votre carte de crédit. Et en faisant ça, en utilisant beaucoup votre carte, vous allez montrer à la banque que oui, vous dépensez, mais surtout, oui, vous remboursez en temps et en heure et il n'y a pas de problème entre vous. Et si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vous constituer un historique de crédit. Je fais une parenthèse, mais je vous rassure, ça a un rapport avec le logement, j'y reviens. Donc voilà, ça, si vous décidez de ne pas avoir de carte de crédit, vous avez le droit de le faire, mais vous n'aurez pas d'historique de crédit. Si par contre, vous utilisez votre carte de crédit, vous allez, entre guillemets, au fil des mois, montrer que vous êtes quelqu'un de confiance si vous remboursez bien tout à temps. Du coup, aujourd'hui, cette enquête de crédit, elle peut être demandée notamment par un propriétaire qui veut en fait voir si vous êtes quelqu'un de fiable. C'est-à-dire que pour un propriétaire, si en faisant une enquête de crédit sur vous, il voit que vous avez une bonne note, puisqu'on est tous notés en fait au Canada, il va plus facilement vous louer l'appartement que si vous avez une mauvaise note, ce qui sous-entendrait que vous ne payez pas vos factures à l'heure, que vous payez avec votre carte de crédit, mais que ensuite vous remboursez pas la banque, etc. Si vous avez des questions là-dessus, je vous invite vivement à consulter notre article qu'on va peut-être vous mettre en lien qui s'appelle « Ouvrir un compte en banque au Canada ». Vous comprendrez mieux ce fonctionnement. Et c'est notamment pertinent pour les personnes qui un jour voudraient prendre un crédit à la banque pour acheter une voiture ou un appartement ou une maison. Là aussi, les banques ne peuvent pas vraiment se fier sur un CDI comme c'est le cas en France, puisque le monde du travail est plus souple, on vient d'un poste à un autre. Par contre, regardez votre historique de crédit, ça peut donner confiance à une banque pour vous prêter 200, 300, 400 000 dollars pour que vous achetiez un logement par exemple. Donc c'est un sujet intéressant. Donc voilà, pour un appartement, le problème c'est que si vous venez d'arriver, vous n'allez pas pouvoir montrer un historique de crédit au propriétaire. Si c'est pour votre deuxième recherche d'emploi, un an plus tard, recherche d'appartement, pardon, un an plus tard, bon, bah là, vous aurez un an d'historique de crédit, c'est bien. Mais si vous venez d'arriver, c'est un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de contacter le propriétaire pour lui expliquer que vous venez d'arriver et donc que vous n'avez pas cet historique de crédit. Là aussi, montrer que voilà, vous avez des références d'anciens propriétaires, que vous êtes fiable, etc. Essayez de le convaincre de cette façon-là. Si vous avez un employeur, ça peut parfois jouer en votre faveur. Le propriétaire pourrait vous demander une lettre de votre employeur dans laquelle il est détaillé votre poste, votre salaire et la durée du contrat. Donc là, pour les personnes qui partent prochainement au Canada dans le cadre du PVT, vous ne pouvez partir que si vous avez trouvé un emploi. Donc ça pourrait jouer en votre faveur après votre quatorzaine pour chercher un appartement puisque vous aurez un contrat de travail. Enfin, vous aurez en tout cas un travail qui vous attend. Si certains d'entre vous veulent partir au Canada avec un animal, il faut savoir que la recherche de logement est plus compliquée que ce qu'on peut connaître en Europe où il est finalement assez fréquent d'avoir un chat ou un chien par exemple. Au Canada, vous verrez beaucoup d'annonces qui disent pas d'animaux ou en anglais no pet. Malheureusement, ce sera peut-être même la majorité. Donc ce qu'on peut vous conseiller là-dessus, pourquoi pas aller visiter l'appartement avec votre chihuahua pour montrer qu'il est tout petit, qu'il fait pas de bruit, qu'il aboie pas beaucoup et qu'il est très propre par exemple. Si vous avez un énorme chien qui aboie beaucoup, peut-être que ce sera moins en votre faveur de l'amener, mais au moins vous direz bon bah j'ai vu qu'il n'y avait pas d'animaux, mais regardez il est si mignon et puis j'ai une lettre de mon précédent propriétaire qui affirme qu'il n'y a vraiment eu aucune dégradation dans l'appartement, etc. Et quand on pense qu'au Québec et en Ontario, on ne peut pas vous demander légalement un dépôt de garantie, forcément, un propriétaire peut s'inquiéter que le chat fasse ses griffes sur les murs ou que le chien, je sais pas, abîme tous les coins dans la maison, en gros. Également, ce que vous pouvez envisager de faire, c'est d'essayer de trouver une colocation où il y a déjà un animal. Comme ça, s'il y a déjà un animal, ça veut dire que les animaux sont bienvenus et vous n'aurez pas trop à batailler. En tout cas, au fil des ans, là, ça fait 15 ans qu'on existe, on en a vu beaucoup des gens chercher avec un animal. C'est plus difficile, c'est plus long, mais ils ont toujours réussi à trouver plus ou moins une solution, donc vous inquiétez pas outre mesure. Voilà. En termes de réglementation, alors, sachez que chaque province canadienne a une sorte de régie, enfin un organisme qui régit le monde du logement dans la province.
Pour le Canada, pour le Québec, pardon, c'est le tribunal administratif du logement, le TAL, qui s'appelait jusqu'à il y a peu de temps la Régie du logement, donc ça vient de changer. On va vous mettre un lien vers notre dossier qui s'appelle le logement au Canada. Si vous allez au chapitre 12, le tout dernier normalement, vous avez les liens pour toutes les provinces. Ça peut être intéressant d'avoir ce lien-là si vous savez déjà où vous voulez vous installer, de lire un petit peu ce qui se fait, etc. Voilà, ça peut toujours servir si un jour vous avez besoin de faire valoir vos droits. On vous recommande dans tous les cas toujours de signer un bail, mais vraiment toujours systématiquement. Sachez que les baux sont vendus en pharmacie, en librairie ou même sont imprimables depuis Internet. On vous recommande également de signer un bail si vous faites une colocation ou une sous-location. Là aussi, c'est toujours pour vous protéger, on ne sait jamais. Pour une colocation, ça marquera exactement qui paie quoi au sein de la colocation. Pour la sous-location, ce sera la durée, le prix, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Je sais qu'on n'a pas envie de penser au fait qu'on va tomber sur quelqu'un de malhonnête ou qui va un jour ou l'autre nous mettre à la porte, etc. Mais c'est important de ne pas être trop négligent et de bien signer un bail qui nous protégera. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous serez peut-être content de l'avoir fait, donc pensez-y. Concernant l'état des lieux, donc ça se fait en arrivant, mais comme je vous disais, moi en Ontario, en tout cas, on a vaguement regardé l'appartement, mais comme il n'y a pas de dépôt de garantie, bon bah je pense qu'il a juste espéré, qu'il a compté sur le fait qu'on avait l'air sérieux pour les 2 appartements que j'ai eus, et en fait c'était pas un état des lieux où on note tout en fait. Pour les autres provinces, je sais moins, je sais pas vraiment même, mais voilà, il est fréquent de pas avoir un état des lieux tel qu'on le connaît chez nous. Mais évidemment, je vous invite au maximum à bien respecter les appartements ou si vous avez fait une bêtise, de réparer l'erreur en repeignant ou en réparant ce qui ne va pas. Concernant le préavis, il est recommandé généralement de prévenir son propriétaire 3 mois avant de partir, en sachant que le propriétaire n'a pas d'obligation dans tous les cas d'accepter votre départ. C'est-à-dire que il y a des raisons qui peuvent justifier votre départ. Par exemple, vous avez une offre d'emploi dans un autre pays, même dans une autre ville, où on vous propose un appartement à un tarif plus concurrentiel. Enfin, il y a des petites règles qui là aussi dépendent d'une province à l'autre. Donc, je peux pas vous lister toutes les conditions, mais sachez que voilà, c'est pas parce qu'on dit je pars dans 3 mois que le propriétaire sera forcément d'accord de rompre le bail. Du coup, en plan B et en plan C, ça peut être la sous-location, comme je le disais tout à l'heure. Vous sous-louez votre appartement pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois à quelqu'un que ça arrange très certainement de pouvoir louer l'appartement que quelques mois. En faisant bien un bail là aussi, ou alors la cession de bail, c'est pas simplement rompre votre bail, c'est trouver quelqu'un d'autre qui va reprendre votre bail. Là, le propriétaire a moins de raisons de dire non. Il peut dire non, mais il faut qu'il ait une raison valable de refuser le locataire que vous lui proposez pour vous remplacer. Moi, c'est vrai que j'étais partie plus tôt que prévu d'un de mes appartements. Mon propriétaire était vraiment tellement gentil qu'il nous a pas embêtés du tout. Mais ce qu'on lui a proposé, c'est de mettre l'annonce sur Kijiji ou Craigslist, je sais plus, et de recevoir les gens pour les visites et qu'ensuite il choisirait. Et en fait, en faisant ça, on ne lui a pas vraiment posé de problème. Pour lui, c'était une opération neutre. Et nous, ça nous a permis de partir, voilà, l'esprit léger en se disant qu'on lui avait pas fait une crasse. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit pour la caution. Dernière chose, l'assurance habitation au Canada, ce n'est pas obligatoire. Mais alors vraiment, faites très attention à ça. Ici, c'est obligatoire, donc on le fait, on en souscrit toujours une parce qu'on a peur d'avoir des problèmes. Au Canada, on oublie très souvent d'en souscrire une. Je vous invite vraiment à vous pencher sur la question quand vous arrivez, soit vers une compagnie d'assurance, soit vers une banque, que ce soit Desjardins, BNC ou autre. Je pense que toutes les banques proposent des assurances logement. Il faut savoir que les assurances PVT ne couvrent pas pour ce genre de choses. Certaines assurances PVT peuvent couvrir un tout petit peu le locatif, comme ils appellent ça, mais en aucun cas c'est suffisant. Il me semble que ça peut couvrir si vous faites quelque chose chez le voisin, mais je crois que par exemple si vous mettez le feu chez vous, vous n'êtes pas couvert. Enfin, faites très attention, une assurance PVT ne suffira jamais en cas de soucis dans votre immeuble ou dans votre maison. Donc souscrivez bien une assurance, c'est très important.
Voilà. Alors, moi, j'ai terminé pour mon petit topo. En conclusion, je voulais simplement vous rappeler, si vous n'étiez pas là au début, qu'on fait un point Covid-19 une fois par semaine sur Instagram, sur le compte PVTiste. Donc, je vous invite à nous suivre dessus. Également, on a une newsletter consacrée au PVT Canada, à laquelle vous pouvez vous inscrire si vous attendez des informations sur l'ouverture du PVT 2021, sur la réouverture des frontières, sur tout plein de choses. Dès qu'il y a une information majeure, on vous envoie une newsletter. On fait des lives régulièrement. Là, la prochaine qui pourrait vous intéresser, parce que celle de la semaine prochaine, c'est sur l'Australie, donc ça vous intéressera pas. Le 23 février, sur notre page Facebook pvtis.net, tout court à 19h, ce sera le voyage et le road trip pendant un PVT. Le 2 mars, sur la même page sur laquelle vous êtes tout de suite, c'est le tourisme au Canada et aux États-Unis. Donc on pourra échanger sur les choses à voir absolument au Canada bien sûr, mais si vous voulez profiter de votre séjour au Canada pour aller aux États-Unis, on vous dira aussi les endroits exceptionnels à voir. Et le 9 mars, sur la page pvtis.net sur Facebook, ce sera une session de questions-réponses sur le volontariat pendant un PVT, donc tout ce qui est woofing, workaway, help exchange. Si vous n'avez pas vu nos précédents lives, comme je le disais tout à l'heure, sachez qu'on en a fait beaucoup depuis le mois d'octobre. Partir seul en PVT, quel budget pour un PVT, trouver du travail au Canada à distance, partir en PVT au Canada en couple ou en famille, l'emploi au Canada, la banque au Canada, plein de choses. Tous ces replays sont directement sur notre chaîne YouTube PVTiste, avec un S toujours. Voilà. Du coup, si vous êtes arrivé un petit peu en retard, sachez que la vidéo qu'on est en train de faire actuellement restera en replay sur notre page Facebook et également dès demain sur notre page, sur notre compte YouTube. Je vais maintenant passer à vos questions, voir si vous m'en avez posé déjà. Alors oui, il y en a quelques-unes. Alors bonsoir, petite question, comment faire pour les meubles quand on vient pour une période déterminée? Merci pour toutes ces informations. Alors, effectivement, pour se meubler, alors parfois on peut trouver un appartement meublé. Au Canada, il y a des appartements non meublés, semi-meublés et meublés. Non meublés, il n'y a rien du tout. Semi-meublés, vous pouvez avoir tout ce qui est dans la cuisine, par exemple. Et les meublés, c'est carrément le lit, le canapé, etc. Si c'est pas votre cas, vous avez bien sûr des Ikea au Canada. Vous avez aussi des magasins du type Dollarama ou Dollar Barn, ce genre de choses. C'est des magasins avec énormément de choses à 1 $. Ce sera pas pour trouver une étagère, un lit ou peut-être des lampes. Par contre, pour tout ce qui est vaisselle, couvert, je sais pas, passoire, poêle, etc., c'est vraiment pas cher. Idéal pour ne pas se ruiner quand on a un projet temporaire. Également, vous pouvez regarder du côté des petites annonces. Toujours sur Craigslist, Craigslist plutôt, et également sur notre compte, notre groupe PVTiste à Montréal, petites annonces, si vous allez à Montréal, ou peut-être dans les groupes PVTiste à Toronto, PVTiste à Vancouver, etc., pour faire des achats de seconde main. Moi, quand j'étais partie de Toronto, j'avais fait un package avec toutes mes assiettes, tous mes couverts, plusieurs poêles, un mini barbecue, enfin, vraiment plein de trucs, des casseroles et tout. J'avais proposé 100 $ à un PVTiste, il était ravi parce que honnêtement, ça valait plus, et puis moi, ça lui rendait service, ça me faisait un petit billet, donc ça peut être une bonne solution de faire ça, d'acheter donc de la seconde main et ou de revendre quand on part aussi à un nouvel arrivant pour récupérer un petit peu d'argent. En tout cas, il y a moyen là-dessus. C'est sûr que pour les lits, etc., c'est forcément une dépense, notamment le matelas, surtout avec ce que je vous disais sur les bed bugs, mais peut-être acheter quand même son matelas neuf et puis pour le cadre de lit, je pense que vous pouvez trouver des annonces sans souci. Je réfléchis. Après une télé, moi j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une sur Craigslist à 30 $. Voilà, il y a moyen d'avoir des solutions, de pas trop se ruiner. Il y a tellement de gens qui revendent des choses en tout temps que je pense que si vous cherchez bien, vous pourriez trouver certains meubles qui vous arrangent. Bonsoir, je vois beaucoup de prix différents à Montréal. Je te le fais pas dire. Pour un condo. 2,5 ou 3,5 et je n'arrive pas à savoir quel est le prix raisonnable pour ce type de logement, 1200 $ ou plutôt 1800. Alors, c'est difficile à dire et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre aussi de la surface. Je le disais tout à l'heure, un 2,5 peut être plus grand qu'un 3,5 en réalité. Donc ça vaudrait le coup peut-être de demander au propriétaire la taille de l'appartement en sachant qu'elle sera exprimée en pieds carrés et non en mètres carrés.
Regardez également ce qui est inclus. Voir également si c'est un condo vraiment 5 étoiles entre guillemets avec énormément de choses ou si c'est un condo un peu vieillissant qui a juste une salle de sport et un gardien alors que l'autre a une piscine, une salle des fêtes, etc. Voilà, comparer un petit peu ce genre de choses. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer le site Numbeo qu'on va vous mettre en lien, Numbeo, qui peut te permettre justement de regarder un peu les moyennes. En fait, c'est un site sur le coût de la vie dans le monde entier. Et donc, le lien qu'on va vous mettre, c'est la page consacrée à l'immobilier au Canada. Tu trouveras plus de précision. Voilà. Et ça va dépendre également pour ton condo de sa localisation. Si tu es en plein centre-ville, à 2 pas du métro, ou si tu es plutôt à un quart d'heure du premier métro, je pense notamment à Toronto. C'est vrai que quand on est autour des 2 lignes de métro qui font une croix, ça va. Dès qu'on est dans ces coins-là de la ville, on est vraiment très éloigné du métro. Il faut prendre des bus, des streetcars, l'équivalent du tramway là-bas. Donc ça peut être ça qui joue sur le prix. Voilà. Mais ça vaut le coup de regarder plusieurs annonces. C'est pour ça que je me suis pas trop attardée sur les prix. Je peux vous donner quelques exemples, mais c'est vrai que je vous recommande de chercher au moment où vous allez partir. On n'est pas à l'abri que ça change dans les prochains, comment on appelle ça? Dans les prochains mois du fait de la crise aussi. Donc pour un appartement avec une chambre à Toronto, ça peut facilement être à 2300 $ par mois. C'est vraiment pas donné. À Vancouver, ça peut être à 2150 $. C'est vrai que la moindre colocation, on est peut-être aux alentours de 800 ou 900 $ à Vancouver. Donc pour un appartement pour 2 personnes, c'est vrai que ça monte assez vite. Montréal, comme je vous l'ai dit, il y a des énormes écarts. Pas toujours justifiés. Je vous avoue que je comprends pas forcément certains prix que je vois, mais bon, c'est ça. Ensuite, Victoria en Colombie-Britannique, hein, sur l'île de Vancouver, c'est la 4e ville qui va avoir tendance à être la plus chère. En dessous, c'est Ottawa qui est quand même à 1000 $ de moins en moyenne que Toronto par mois pour un appartement avec une chambre. Ottawa, c'est à peu près pareil que Halifax. Et puis ensuite, dans les villes les moins chères, donc ça va être plutôt au Québec, ça va être Québec-Ville, avec plein d'autres villes, évidemment, Mont-Tremblant, Chicoutimi, toutes les villes comme ça qui sont moins populaires, forcément c'est moins cher. Pareil en Ontario, si vous allez à Sudbury, si vous allez à Kingston, etc. Voilà. Ensuite, autre question. Bonsoir, afin de réserver un logement, ne faudra-t-il pas payer en ligne? Alors, si tu payes un Airbnb, un hôtel, une auberge de jeunesse par exemple en ligne, il n'y a aucun souci parce que tout ça, c'est des interfaces qui sont connues, reconnues, protégées, etc. C'est plutôt si tu réserves un appartement directement avec le propriétaire, il ne faut vraiment pas envoyer de l'argent. Faut faire très attention à ça, ou si tu le fais, faut vraiment pas passer par Western Union, ce genre de choses. On recommande au maximum de ne pas envoyer d'argent. Tu pourrais avoir des messages du genre oui, c'est pour sécuriser le fait que tu vas réserver chez moi, mais il faut quand même faire très attention à pas envoyer de l'argent à quelqu'un qui va peut-être disparaître dans la nature. Et méfiez-vous surtout quand vous voyez des trucs du genre je suis actuellement en mission humanitaire en Afrique, c'est mon cousin qui vous enverra les clés, envoyez-moi l'argent, voilà, vous fuyez directement. Hein. C'est jamais aussi compliqué de louer un logement. Donc oui, pour répondre à ta question, si c'est un logement temporaire via une interface en ligne pour un logement Airbnb, hôtel, auberge de jeunesse, il n'y a aucun souci bien sûr. Alors, si nous étions propriétaires de notre logement, cela peut être un frein pour le futur propriétaire car pas de preuve de paiement du loyer. Alors, c'est pas faux. Mais effectivement, j'ai tendance à penser que tu pourrais montrer que tous les mois tu remboursais ton prêt à la banque. Donc avec, voilà, je sais pas exactement comment tu pourrais faire. Est-ce que c'est quelque chose qui se demande à un banquier en France ou en Belgique? Je ne sais pas, peut-être que oui. Ou sinon des relevés de compte pour montrer que ça tombait tous les mois et que c'était bon. Par contre, si tu n'avais pas de prêt parce que tu as beaucoup d'argent, là pour le coup, ça peut être un petit peu différent. Enfin, quoi que la personne peut peut-être être rassurée du coup, ou lui dire que tu loues actuellement ton appartement en France ou en Belgique et que du coup, cet argent-là te permettra de payer ton loyer au Canada, par exemple. Mais on pense quand même que de façon générale, si vous avez l'occasion de parler avec le propriétaire et qu'il vous sent bien, en fait, hein, c'est une histoire de feeling avant tout, peut-être qu'il vous fera confiance, il peut comprendre aussi que vous êtes un nouvel arrivant. C'est pas garanti que vous ayez l'appartement dans ces conditions, mais c'est envisageable de tomber quand même sur des personnes compréhensives, d'autant que vous allez certainement payer un premier et un dernier mois de loyer qui généralement rassure quand même un peu les propriétaires. Pour acheter un appartement au Canada, est-ce qu'il y a des différences? Alors ça, c'est moins comment on appelle ça? Mon champ de connaissances.
Si tu passes par un agent immobilier, il me semble que ce n'est pas toi qui payes les frais pour vendre ou louer ton appartement. Euh, En tout cas, oui, il me semble que c'est ça. Ne serait-ce que pour louer l'appartement, c'est sûr que c'est pas le locataire qui paye, mais le propriétaire. Donc, ça pourrait être la même chose pour tout ce qui est vente. On va te mettre un lien vers notre forum de discussion sur pvtis.net où les gens discutent d'un achat parce que là, vraiment, je vais te dire des bêtises. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées, en tout cas sur la thématique du soir. Je ne sais pas s'il y a eu des questions hors sujet ou non. Pour l'instant, on se focalise vraiment sur les questions sur le logement. N'hésitez pas à m'en poser en commentaire. J'essaie de voir si j'ai pas oublié des choses. Honnêtement, je vous invite quand même à lire notre dossier sur le logement parce que ça vous donnera forcément des informations peut-être plus détaillées que ce que je vous ai donné là. Moi, le but, c'est pas de vous noyer sous les informations, mais d'alerter, de vous alerter sur différents points pour que vous pensiez à assurance habitation, dépôt de garantie, etc. Que vous ayez une petite liste de choses à connaître. Euh, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, j'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour. Bien vous protéger, toujours un bail. Ah, il y a une autre question qui arrive, je crois. Bonjour Julie, dans le cas où on a déjà trouvé à distance sa colocation, comment le prouver à la douane? Une lettre sur l'honneur de ma colocataire suffit. Eh bien, normalement, oui, puisque, en fait, là, aujourd'hui, si jamais tu fais partie de ces personnes qui partent prochainement au Canada parce que tu as un PVT et que tu as trouvé un emploi qui t'attend, ou si tu es étudiante et que ton établissement scolaire a été approuvé par les autorités canadiennes pour te permettre de partir, tu vas devoir télécharger l'application Arrive Can. Arrive avec un E, Can comme Canada, et dedans, tu vas devoir un peu mettre ton plan de confinement. Donc effectivement, si tu mets une adresse, pourquoi pas une petite attestation de tes colocataires, de ta colocataire, pardon, ça normalement ça devrait suffire, hein, parce qu'en fait l'idée c'est que pendant les 14 jours de quarantaine, vu que tu as mis cette adresse, le Canada peut t'appeler et peut venir te rendre visite. Et ça arrive très très fréquemment. Si tu n'es pas à l'adresse que tu avais indiquée, tu risques des amendes colossales. On a eu des cas de PV10 qui ont eu des amendes de 50 000 $. Donc tu as tout intérêt à ne pas mentir dans ArriveCan. Donc je pense qu'ils s'inquiètent pas plus que ça. Ils se disent que les gens donnent vraiment l'adresse à laquelle ils vont être. Il n'y a pas de souci. Quelle est la meilleure période pour avoir le max d'offres d'appartements? Alors, donc je le disais tout à l'heure, si c'est le Québec qui t'intéresse, c'est sûr que le début juillet, c'est la période où tout le monde, beaucoup de personnes déménagent. Après, ça dépend si tu cherches un appartement, par exemple pour être en couple ou avec un ami, ou si tu cherches une colocation. Les colocations, c'est plutôt tout au long de l'année. Évidemment, on peut imaginer qu'à la fin des périodes scolaires, par exemple au mois de mai ou de juin, il y a beaucoup d'étudiants qui vont sans doute quitter leur appartement pour rentrer dans leur pays d'origine ou rentrer dans leur ville d'origine, hein, si jamais c'est des Canadiens. Donc voilà, il y a forcément un plus gros turnover à cette période-là, alors qu'on peut imaginer qu'au mois de septembre, peut-être, beaucoup de gens auront déjà réservé leur appartement pour commencer leur année de scolarité, etc. Bon, je dis ça, mais moi j'ai trouvé mon appartement, le tout premier appartement que j'ai trouvé au Canada, c'était en septembre, donc il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que ça va surtout jouer par rapport aux rentrées scolaires et puis à cette fameuse date du 1er juillet. Par contre, si c'est une colocation, à tout moment, il y a toujours des gens qui sont amenés à bouger, même pour des appartements, des gens qui sont mutés, des gens qui se séparent, des gens qui s'installent ensemble. Enfin, je veux dire, il y a forcément des mouvements de population d'une certaine façon. Donc, j'ai pas vraiment une réponse très très claire à te donner. Avez-vous un site qui répertorie un peu les prix moyens sur les différents quartiers de Montréal? Alors, ce que tu peux regarder, c'est notre dossier qu'on va te mettre en lien qui s'appelle Faire son PVT à Montréal. Normalement, c'est le chapitre 6 qui est consacré au quartier de la ville. Je vérifie en même temps que je te le dis. Effectivement, on a fait un point sur le logement dans les quartiers de Montréal. Alors, ça va pas forcément te donner tous les chiffres, mais ça peut te donner une bonne indication. Et n'hésite pas également à regarder le site Numbeo que je citais tout à l'heure, Numbeo, et également à aller sur Kijiji et à faire des recherches quartier par quartier qui t'intéressent. Ou peut-être que sur Kijiji on peut afficher une carte, ça je sais plus. Mais souvent le mieux, le plus concret, c'est de regarder les offres du moment parce que l'immobilier c'est souvent en fonction de l'offre et de la demande. Donc ça peut varier d'une période à l'autre. Le mieux c'est de regarder à l'instant T ce qu'il y a comme annonce actuellement. Voilà.
Je crois que c'est bon pour les questions. Encore une fois, je vais vous laisser quelques minutes hein, au cas où il y a une question qui vous vient. J'espère en tout cas que les informations que je vous ai données sont utiles, que j'ai répondu à un maximum de questions que vous vous posez sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, pour les personnes qui partent prochainement au Canada, là, pendant la période du Covid, donc évidemment, souvent les gens optent pour un hôtel, pour un Airbnb, pour une colocation ou pour un logement chez des amis, par exemple. Alors, colocation et location chez les amis, faites bien attention à respecter un peu le protocole sanitaire pour éviter éventuellement de contaminer les personnes chez qui vous vivez. Mais aussi, vous avez quelques auberges de jeunesse. Je ne sais pas exactement partout au Canada si c'est le cas, mais je sais qu'à Montréal, il y a l'auberge M Montréal et l'auberge HI Montréal qui sont en mesure de respecter, de vous proposer une solution de quarantaine. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous en sachant que vous avez 10% de réduction via PVTist. Vous retrouverez ces liens-là dans notre onglet Bon Plan sur pvtist.net. Voilà, l'auberge de jeunesse, ça peut aussi être une option. Comparez un peu les tarifs. Hein. Je ne sais pas exactement ce qui est le plus avantageux actuellement, mais sachez que c'est une option. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas vous retenir plus. Je sais qu'il y a un tout petit décalage entre ce que je vous dis et le moment où vous le voyez, donc je vais attendre quand même un petit peu de voir s'il y a d'autres questions qui sont posées. Et puis sinon, je vais vous laisser retourner à votre soirée tranquillement. Si jamais, j'en profite puisque j'ai la parole 2 minutes, si vous pensez qu'une prochaine séance d'information serait intéressante sur une thématique ou une autre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si c'est quelque chose qu'on a fait récemment, on vous mettra le lien du replay. Par contre, si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, ça peut nous donner des idées. On essaie de varier un peu les thématiques, mais je vous avoue que ça fait 4 ou 5 mois qu'on en fait énormément. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui nous ont échappé. Voilà. Ah oui, alors le site pour garder les maisons ou les animaux, je vous redis ça. Alors, pour les maisons, je sais plus, pour moi, là, c'est plutôt maison, mais peut-être qu'il y a les deux. Le premier, c'est House. Je vais vous les copier, on va pouvoir vous les mettre en lien. Hop. Donc, House Sitter Canada, comme babysitter, mais avec house au début. Nomador et Trusted House Sitters. Voilà. Vérifiez lesquels sont pour du gardiennage de maison et lesquels pour les animaux. Mais en tout cas, sachez que c'est une belle option. Mais même après, pendant votre PVT, en fait, ça peut être l'option de partir quelques semaines dans une région que vous voulez visiter. Et puis, d'être quand même dans la maison, mais de pouvoir un petit peu visiter aux alentours. Et puis, ça rend service à des gens au passage. Alors à Montréal, je remarque que certains quartiers sont assez résidentiels, comme Rivière-des-Prairies, ou offrent peu d'offres de logement, comme Anjou. Une réalité vraie? Est-ce qu'il vaut mieux attendre d'être sur place? C'est là que mes connaissances vont avoir des petites limites. Euh, alors c'est vrai que si sur Internet tu vois pas beaucoup d'offres, j'ai tendance à penser que oui, c'est vraiment la réalité. Parce que on parle souvent du réseau au Canada, bien évidemment, il y a des choses, que ce soit des offres de logement ou des offres d'emploi, qui ne sont pas mises sur Internet. Mais globalement, s'il y a des offres d'appartements ou de maisons dans des quartiers, il y en a quand même sur Internet, vous voyez, même si elles n'y sont pas toutes. Donc si tu en vois très très peu, je dirais que c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le quartier Anjou, je suppose en tout cas. N'hésite pas à comparer Kijiji, Craigslist, le groupe PVTist à Montréal, logement et colocation, et également pvtist.net dans l'onglet communauté. Si tu compares ces 4 trucs-là et qu'il n'y a vraiment rien à Anjou, c'est sans doute qu'il n'y a pas grand-chose. Après, pour les quartiers résidentiels, il y a des quartiers résidentiels, hein, que ce soit à Montréal, à Toronto, à Vancouver, un peu partout, dès qu'on s'éloigne du centre. Là, pour le coup, ça dépend vraiment du cadre de vie que tu souhaites. Est-ce que tu sors pas mal et donc tu as besoin d'être près d'un métro ou dans un quartier qui bouge? Est-ce qu'au contraire, tu as envie d'être dans un cadre très très calme, même si tous les jours tu vas travailler dans le centre? Ça dépend vraiment de toi, mais effectivement, il y a des quartiers résidentiels et je pense que ça, dans notre dossier faire son PVT à Montréal, tu as un détail des différents quartiers.
Les baux sont renouvelés le 1er juillet, c'est ça. Est-ce que dans ce cas, pas trop difficile de trouver en été? Ça, c'est qu'au Québec, pour le 1er juillet, historiquement, c'est le 1er juillet qui se passe le plus de trucs. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même des opportunités à d'autres moments parce qu'il y a toujours des gens qui ont eu besoin dans leur vie de quitter leur logement au mois d'août, au mois de septembre. Et du coup, historiquement, les gens ont signé des baux qui vont jusqu'à la même date l'année suivante, avec possiblement des gens qui ont fait des sessions de bail en plein milieu de leur bail, donc on va dire au mois de janvier ou au mois de mars. Donc il y a forcément des offres à tout moment. Euh, Peut-être qu'il y a des périodes où il y aura un petit peu moins de demandes, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à passer par comment dire, par des solutions temporaires comme la sous-location avant de pouvoir chercher un appartement à un moment donné où il y aura plus d'offres. D'ailleurs, ça me fait penser que je discutais l'autre jour avec l'autre cofondateur de PVTiste, Mathieu, qui vit à Toronto depuis longtemps maintenant, et il m'expliquait qu'à Toronto, c'est vrai que la recherche de logement est vraiment pénible. Il y a plus de gens qui cherchent que de gens qui proposent des appartements, hein, contrairement à quand nous on y était. Et du coup, souvent, les employeurs, les propriétaires demandent à ce que vous ayez un emploi. Donc, il m'a pas mal expliqué que les gens qui sont en couple notamment et qui cherchent un appartement à deux, par exemple un one bedroom, ils n'hésitent pas au début soit à faire une sous-location, soit à louer un Airbnb pendant un mois ou deux, le temps de trouver un emploi. Et dès qu'ils ont un emploi, ils commencent vraiment à chercher un logement. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est le conseil général hors Covid. Pendant le Covid, on ne peut partir que si on a un travail. Donc l'avantage, c'est certainement, c'est bien le seul avantage de cette histoire, c'est que les PVTistes en arrivant auront déjà un emploi qui les attend et donc seront plus séduisants sur le papier pour les propriétaires. Est-ce que c'est possible de trouver quand même un logement à distance? Comme j'ai 2 chats, ce serait plus pratique pour moi, plus facile pour la coloc. Alors, si tu cherches une colocation, peut-être essayer de voir, je sais pas du tout si c'est un conseil pertinent, peut-être essayer de voir si tu peux faire une recherche par mot-clé avec cat dedans ou cats. Peut-être que tu trouveras des colocations où il y a déjà 2-3 chats par exemple, et donc ils seront ravis d'avoir 2 chats supplémentaires. Pour ce qui est de la recherche à distance, oui, en soi tu peux le faire. Ne verse pas d'argent, c'est surtout ça. Et si c'est une colocation, essaye de faire peut-être un Skype ou un FaceTime, ce que tu veux, avec les colocataires, pour vérifier, voilà, que en termes de tempérament, vous vous entendez pas trop mal, que ça matche un petit peu, quoi, que vous n'êtes pas en train de rien vous dire. Mais c'est surtout ne pas envoyer d'argent, en fait, c'est ça le vrai problème. Et attention à pas sous-estimer les distances. Si vous connaissez pas la ville dans laquelle vous allez, comme je disais tout à l'heure, faites attention à pas vous retrouver dans un quartier qui, en arrivant, vous plaira pas du tout. Pourquoi pas aller sur Google Maps et mettre le petit bonhomme pour voir un peu si les rues vous plaisent, si ça a l'air un peu mignon et tout ça, et à faire des simulations de trajet pour aller dans le centre de Montréal ou dans les quartiers où ça sort par exemple. Voilà, si vous voyez que c'est 15 minutes, vous êtes content. Si vous voyez que c'est 53 minutes, vous vous direz peut-être, oh là là, ça va être beaucoup trop loin. Donc voilà, essayez, voilà, c'est les précautions à prendre pour chercher un appartement à distance sans être déçu de son choix en arrivant sur place. Bonjour Julie, est-il compliqué de trouver un logement quand on est étudiant avec du coup des faibles revenus? C'est une bonne question. C'est vrai que quand on est étudiant, on a le droit de travailler 20 heures par semaine, mais déjà, on n'est pas obligé de travailler. Et 20 heures par semaine, souvent, ça fait pas des énormes revenus. Je dirais que dans le cas d'un étudiant, on va vraiment se focaliser sur la colocation et qu'en colocation, c'est toujours plus simple. Déjà, les loyers sont moins chers, donc il y a moins besoin de prouver des choses. Et du coup, si tu peux donner un mois de premier loyer et de dernier loyer, normalement, j'ai tendance à penser que ça peut rassurer un propriétaire. Et puis surtout, il y a tellement d'étudiants, je pense notamment à Montréal, que je me dis quand même, si on avait vraiment entendu que les gens n'arrivaient pas à trouver de logement parce qu'ils sont étudiants, je pense qu'on en aurait entendu beaucoup plus parler que ça. En sachant aussi que parfois tu peux te loger sur le campus avec des loyers peu élevés. Donc ça peut être intéressant de se renseigner, voir s'il y a comment on appelle ça, des résidences étudiantes et tout ça. Mais je m'inquiéterais pas trop à ta place, mais avoir un peu d'économie de côté, ça peut être utile. Ceci étant dit, je me rappelle que quand je suis arrivée à Toronto, mon propriétaire, je voulais le rassurer en fait parce qu'il disait vous avez un travail, non, vous venez d'arriver, oui, bon. Du coup, je voulais lui montrer notre relevé de compte parce qu'on avait tous les deux un petit peu d'économie, hein, comme c'était demandé par le Canada. Et il était outré, il m'a dit non, c'est des informations personnelles, vous ne devez pas me montrer ça. Donc, on peut même pas dire regardez, j'ai plein de sous. Enfin, j'avais pas plein de sous, mais bon, j'avais suffisamment pour le rassurer un peu. Puis bon, finalement, il a pas voulu le voir. Mais voilà, j'ai tendance à penser que
Si tu regardes du côté des campus, des chambres étudiantes, tout ça, ou éventuellement de la colocation, parfois il y a des chambres qui sont vraiment pas trop chères, ça peut être bien pour toi. Après, tu dis pas où tu es, si c'est au Québec, ce sera sans doute moins cher que Toronto ou Vancouver. Sinon, à Toronto ou Vancouver, faut s'éloigner un peu, quoi. C'est ça le souci, mais c'est une bonne alternative, disons. Bonjour, à quel loyer on peut prétendre en fonction du salaire? Alors, je sais pas du tout si au Canada, ils font comme nous là-dessus. Je sais qu'en France, on aime bien dire qu'il faut gagner 3 fois le montant de son salaire, le montant de son loyer, je dis n'importe quoi, le montant de son loyer, pardon, mais effectivement, je j'ai jamais entendu parler de ce calcul au Canada. Mais on peut imaginer que la logique de 3 fois peut être appliquée au Canada dans le sens où on va avoir son loyer d'accord, mais à côté ses charges, ses cours, ses transports. Bon, peut-être, ça c'est vraiment que de la supposition, mais peut-être pas 3 fois. J'ai tendance à penser que ce sera peut-être un peu moins quand même. Parce qu'en fait, ça dépend tellement de tes habitudes de consommation. Il y a des gens qui gagnent pas beaucoup, qui dépensent rien, et il y a des gens, c'est des flambeurs. Donc finalement, en France, on est un peu à tout vérifier. En théorie, je pense qu'au Canada, ils sont un peu moins là-dessus, mais je me trompe peut-être. Si le bail est d'1 an, mais que tu veux sortir de l'appartement avant la fin du bail, est-ce que tu dois impérativement sous-louer ou tu peux partir tranquille? Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que, comment dire, tu peux dire à ton propriétaire, voilà, dans 3 mois, je vais partir. Si vous voulez, je mets l'annonce en ligne, je serai disponible pour les visites. Tu vois un petit peu sa réaction. S'il veut pas, il est dans son droit, tu pourras faire une cession de bail, c'est-à-dire que tu vas trouver quelqu'un qui va reprendre ton bail. Et donc du coup, si tu fais ça, là, le propriétaire peut pas simplement dire non, j'ai pas envie. Il faudra qu'il ait une raison valable pour refuser la personne que tu as choisie. Donc voilà, ça d'ailleurs sur le site, c'est vrai que ça dépend vraiment des provinces dans lesquelles vous allez, mais notamment le tribunal administratif, attendez, la régie du Québec a changé de nom, je m'y fais pas. Le TAL, tout à l'heure, j'étais là-dessus. Le tribunal administratif du logement au Québec, je sais qu'ils ont une section sur leur site qui évoque la sous-location et la cession de bail, donc tu pourras trouver les informations là-dessus. Mais c'est bien précisé qu'il faut avoir une raison valable pour qu'ils refusent. Donc en vérité, trouver quelqu'un qui reprend notre bail, c'est pas hyper compliqué, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent, donc il n'y a pas de raison. Après, évidemment, l'employeur, le propriétaire, je pense qu'il peut dire non si la personne ne lui inspire pas confiance ou n'a pas du tout de revenus, ne peut pas payer un premier, un dernier mois de loyer, ce genre de choses. Mais si tu sélectionnes un petit peu le profil, je pense que ça sera assez facile pour toi de rompre ton bail. Tu as peut-être répondu à cette question, mais comment doit-on faire pour les charges avec un appartement en sous-location, par exemple? Le prix est-il avec charge? Alors, ça dépend des annonces, mais c'est important de regarder justement ce qui est inclus dans l'annonce qui est passée par la personne. Généralement, Internet est inclus tout simplement parce que la personne a son abonnement Internet, qu'elle va te le filer pendant la période où tu es là et en revenant, elle n'aura pas à rouvrir une ligne Internet. Donc ça, généralement, l'électricité aussi est inclus et l'eau aussi. Mais c'est important de bien en parler avec le locataire et de signer un bail entre vous deux qui précise tout ça, qui met tout à plat pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Mais bon, généralement, c'est inclus, effectivement. C'est pour ça que c'est le prix du loyer un peu gonflé. Ça peut arriver que le propriétaire veuille vous voir dans le cas de la sous-location, puisque le locataire doit prévenir son propriétaire. Voilà, bon, a priori, si vous faites votre plus beau sourire, ça devrait aller certainement. Donc là, on arrive à la fin des questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres qui arrivent. Je vais encore une fois patienter un tout petit peu. Je cherche toujours quelque chose à vous dire que j'aurais oublié de vous dire, mais je vous ai quand même dit déjà pas mal de choses. Je vérifie. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Effectivement, ça aurait pu. Si vous partez au Canada, en PVT ou même avec d'autres statuts, disons. On a le guide des PVTistes au Canada. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Je vais vérifier. Oui, hop, il est là. C'est un guide qui est payant en papier au prix de 12 €, mais qui est gratuit en PDF sur pvtist.net dans l'onglet Info pratique. C'est un guide qui fait environ 300 pages et qui vous donne toutes les informations de votre demande de PVT au retour en France ou en Belgique, ou alors à comment je reste au Canada après mon PVT, en passant par le logement, la culture, l'emploi, l'achat d'un véhicule, le NAS, la banque,
tout, la téléphonie, tout ce qu'il faut savoir en fait quand on part en PVT et par extension en stage, en jeune pro, en étudiant, etc. Voilà, donc je vous invite vivement à le consulter, que ce soit en PDF ou en papier, selon vos préférences et votre budget. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Notre point Covid sur Instagram toutes les semaines. Tout ça c'est bon. Je vérifie, mais je crois que j'ai vraiment rien oublié. Bah écoutez, ça me paraît bon. Encore une fois, je vais bien attendre 2 petites minutes au cas où il y a une dernière question qui vous vient. Et puis sinon, là, ça y est, ça fait une petite heure, on a dépassé l'heure, donc je vais vous laisser tranquille, hein, aller à votre soirée tranquillement. Donc, à moins qu'une question surgisse, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos questions également, hein, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve à partir du 23 février pour d'autres séances d'information. Si vous avez des suggestions de séances d'information, vous n'hésitez pas en commentaire. Encore une fois, nous, on est toujours intéressés par votre avis. On essaiera de voir si c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Si oui, on vous proposera une séance d'information là-dessus. Et puis pour ceux qui m'ont manqué hier, sur notre page Facebook pvtis.net Canada, si vous redescendez un peu dans les publications, pardon, vous verrez une séance d'info qu'on a fait avec Avantage Ontario qui parle des études en université et en college, c'est-à-dire en sorte d'IUT du côté de l'Ontario. C'est des études en français ou en français-anglais, avec parfois des réductions et des bourses qui peuvent vous être attribuées. Donc n'hésitez pas à regarder. On a une dernière question et elle est hors sujet, mais c'est bien comme ça peut quand même être l'occasion pour vous d'avoir une réponse. Est-ce qu'il faudra encore faire une quarantaine au mois de septembre? C'est une très bonne question. Malheureusement, aujourd'hui, personne ne le sait parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer encore cette histoire de Covid. Est-ce que le Canada va s'en sortir mieux? C'est pas forcément le cas. Là, le Québec a prolongé des couvre-feux, etc. Il y a des confinements parfois dans certaines régions ou certaines villes du pays. On peut imaginer que si la situation ne s'améliore pas au Canada, ou du moins pas suffisamment, et pas suffisamment aussi chez nous, il y aura cette histoire de quarantaine pendant pas mal de temps. J'espère pas, honnêtement, j'aimerais vraiment que ça revienne à la normale pour tous les PVTistes qui n'ont pas trouvé d'emploi et qui attendent de partir, pour tous les PVTistes qui veulent partir mais pour qui la quarantaine complique un peu leur projet. Surtout là, avec les annonces qui ont été faites cette semaine, on espère vraiment que ça vous concernera pas, vous les PVTistes. Il faut qu'on attende d'en savoir plus, mais voilà, on espère qu'à un moment donné, tout ça sera derrière nous pour que vous ayez plus de tracas à vous faire, mais savoir de quoi ça va retourner en septembre, c'est impossible à dire. Comme je le dis souvent, nous, en mars-avril, si on nous avait dit qu'en janvier, ce serait toujours le cas, on n'y aurait pas cru. On y pensait un peu, mais on n'y croyait pas vraiment. Et puis, on a bien vu septembre, octobre, que malheureusement, on y allait, on allait droit dans le mur encore. Et là, on ne sait pas si on va pas jusqu'à fin 2021 comme ça, donc je préfère rien me promettre parce que je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont arrivés un peu après, si vous êtes dans l'attente d'informations sur le PVT Canada 2021, sachez que sur pvtis.net, on a un article qui s'appelle PVT Canada 2021, qu'on mettra à jour à chaque fois qu'il y aura une information importante. Dedans, vous trouverez un lien vers notre alerte SMS gratuite qui vous permettra de recevoir un seul et unique SMS quand on connaîtra la date d'ouverture. Vous aurez également dans cet article un lien vers notre newsletter PVT Canada. Là, c'est pas un seul et unique mail que vous recevrez, c'est un email à chaque fois qu'il y a d'informations importantes. Là, on en a envoyé un hier concernant toutes les nouvelles informations par rapport à la possible nouvelle quarantaine dans un hôtel approuvé par le Canada, etc. Si on apprend que les PVTistes sont bel et bien concernés par cette mesure, ou au contraire, si on apprend par bonheur qu'ils ne sont pas concernés, on enverra là aussi un email. Évidemment, si vous nous suivez sur la page Facebook sur laquelle on est actuellement, sur Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, partout, bon, vous pouvez pas rater l'information du PVT Canada 2021. On va le crier partout. Je vous dis ça parce qu'on a souvent la question, est-ce que vous avez des nouvelles sur le PVT 2021? Croyez-nous, quand on en saura plus, mais on va le mettre partout. Partout. C'est impossible que vous ne voyez pas l'information, surtout si vous êtes inscrit à l'alerte SMS, à la newsletter, si vous nous suivez sur nos réseaux. Vous ne pourrez pas rater l'information, vous inquiétez pas, on ne gardera pas ça pour nous. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour votre soirée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance d'information. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt.